Bonjour et bienvenue dans les Siams TV Days. Durant 5 jours, Canal Alpha vous propose une immersion dans les métiers et industries de la microtechnique en compagnie d'une quinzaine d'entreprises de l'arc jurassien. Cet univers fascinant, j'ai eu la chance de le côtoyer depuis l'enfance, notamment grâce à mon père et à mon grand-père, tous deux mécaniciens décolleteurs à Moutier. Et c'est donc avec grand plaisir que je vous emmène durant toute cette semaine à la découverte de ce milieu encore trop méconnu. Aujourd'hui, le thème qui va nous intéresser concerne les enjeux et défis globaux de l'industrie. Et pour éclairer les moindres petits recoins de cette thématique, nous pourrons compter sur notre expert, Pierre-Yves Collère, directeur du Siams. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Régis, merci de nous accueillir dans ce fantastique studio. Le Siams pour les non-initiés, est-ce qu'on peut en dire un mot? C'est quoi? C'est quand? C'est où? Ça s'adresse à qui? Le Siams, c'est le salon de l'ensemble de la chaîne de production des microtechniques qui prend place à Moutier tous les 2 ans. Et c'est une véritable usine temporaire à Moutier, avec plus de 100 machines installées, 1500 personnes qui y travaillent. Et c'est un concentré de savoir-faire de l'arc jurassien des microtechniques. Concernant le thème qui nous intéresse aujourd'hui, les enjeux et défis globaux de l'industrie, est-ce qu'on peut, pour commencer, dresser une petite liste non exhaustive de ces enjeux et défis, Pierre-Yves? On va essayer. Donc l'industrie est un domaine complexe qui implique des moyens de production, des moyens financiers, des moyens humains, et à tous les niveaux, des défis se présentent, qu'ils touchent les besoins en productivité, répétitivité, qualité, logistique, écologique, ou d'un côté plus humain, recrutement, motivation, partage des valeurs. C'est un vaste sujet qui pourrait nous occuper les 3 prochaines heures. Pour détailler et discuter de ces différents points sur ce plateau, nous avons invité 3 entreprises représentées par 3 invités. Pierre-Yves, je vous laisse faire les présentations. Nous accueillons en premier Philippe Cordonnier, responsable Suisse romande chez Swissmem. Bonjour. Anne Hirtzlin, responsable de la durabilité chez Tornos à Moutier. Bonjour. Et Claude Jeannera, professeur en conception mécanique à la HEARC Ingénierie à Neuchâtel. Bonjour. Bonjour. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je vous propose déjà de commencer cette émission par un mot-clé qui résumerait selon vous les défis et enjeux globaux de l'industrie d'aujourd'hui. Philippe Cordonnier. C'est très réducteur, un seul mot, mais conditions cadres, en fait, c'en est 2. On aura l'occasion d'en dire bien plus dans cette émission. Anne Hirtzlin. Innovation. Innovation. Et pour vous, Claude Jeannera? De mon côté, ce sera minimiser. Minimiser. On va demander aussi un mot à notre expert sur le plateau, Pierre-Yves. Alors pour moi, je dirais la cohérence. Cohérence, conditions cadres, innovation, minimiser, cohérence, autant de points dont on va reparler tout au long de cette émission, évidemment. Mais en premier lieu, je vous propose qu'on fasse déjà connaissance avec notre premier invité à travers un premier reportage. Pierre-Yves, par qui est-ce qu'on commence? Alors nous allons commencer à la Haute-École Arc et le premier reportage se passe à Neuchâtel. On regarde. La Haute-École Arc est une école de degré tertiaire supérieur. J'évoquerai 2 missions prioritaires. La première, c'est de former des jeunes bachelors et puis ensuite, pour certains d'entre eux, des jeunes masters. Mais en tant qu'institut de tertiaire supérieur, la Haute-École Arc fait également de la recherche et des projets pour le tissu industriel régional. Depuis le Covid, on a constaté une baisse dans le recrutement. On espère que c'est passager, que les jeunes vont revenir. On souhaiterait bien entendu plus de jeunes, ne serait-ce que pour satisfaire les besoins du tissu industriel régional, qui souvent m'appellent en me disant « ça fait 2 ans qu'on cherche un ingénieur, on n'arrive pas à l'engager, faites quelque chose ». Je m'adresse également aux filles. Le métier d'ingénieur est tout à fait possible au féminin. Nous en avons peu et c'est un peu dommage parce que les filles apportent beaucoup, je trouve, que ce soit dans les classes ou par la suite dans les bureaux d'ingénieurs. La raison pour laquelle les jeunes délaissent les métiers techniques, c'est probablement des préjugés qui ne sont pas justes. Peut-être que les jeunes ne connaissent pas nos métiers. En tout cas, je les invite volontiers aux portes ouvertes pour découvrir ce qu'est la vie d'un ingénieur. Et ils vont réaliser que ce sont des métiers créatifs et que ce sont des métiers passionnants. Pour intéresser les jeunes à la voie professionnelle, nous sommes en lien avec les écoles de métiers des cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, en essayant de valoriser ces professions et en montrant les avantages. Les avantages, c'est qu'on trouve très facilement du travail quand on a terminé, quel que soit l'étage auquel on arrête. Avec un CFC, aujourd'hui, on trouve du travail. C'est clair que si on va jusqu'au bout, qu'on devient ingénieur, on en trouve encore plus facilement, avec des bons salaires. Et surtout, très important, on trouve du travail dans la région.
Claude Jeanneret, on entendait à l'instant Denis Prêtre parler de pénurie de personnel qualifié. C'est un des défis auxquels l'industrie doit faire face aujourd'hui à la HEARC. Bien que vous soyez une école et pas une entreprise, on l'a vu dans le reportage, vous n'êtes pas épargné par ce phénomène. Exact. Le recrutement des étudiants est actuellement en baisse. Je dirais que le Covid étant passé par là, on a quand même des interrogations sur les effets liés directement à cette pandémie, parce que finalement, les effectifs vont commencer de descendre plutôt dans cette période-là. Est-ce que certains jeunes ont le sens différent? Peut-être qu'ils imaginent la vie peut-être un petit peu différemment, mais surtout, effectivement, les métiers techniques, de manière générale, sont peut-être le parent pauvre de l'orientation, en règle générale. On va plutôt orienter les étudiants à faire des études, à passer par la voie du gymnase. Et puis, souvent, les métiers techniques sont quelque chose qui sont pratiquement plus abordés lorsqu'on va orienter les étudiants. Alors que ça a été parfaitement dit, c'est un métier passionnant, c'est un métier très créatif. Je dirais qu'on peut vraiment faire valoriser plein de compétences, de qualités. Et donc c'est vrai qu'on le regrette. Et puis on espère que ces prochaines années, la tendance s'inverse parce que c'est important pour l'industrie, mais je pense que c'est important aussi parce que c'est vraiment un métier passionnant. Alors on l'espère évidemment, mais on peut faire plus qu'espérer. Quelles sont les solutions qui peuvent être mises en place pour essayer d'inverser cette tendance? Anne Hirslin. Moi, je pense qu'il y a tout un travail de sensibilisation à faire, comme a dit Claude, faire des portes ouvertes, inciter les jeunes à venir découvrir les métiers. Il y a pas mal de choses qui ont déjà été mises en place sur la région de Moutier. On parle de Big POG qui a été mis en place, programme de sensibilisation. Je pense que Pierre pourra en dire quelques mots. Je pense que c'est vraiment un peu faire découvrir cet univers aux jeunes qui n'ont pas forcément accès à ce milieu-là. On a aussi entendu Denis Prêtre parler de la place des femmes dans cette industrie. Elles sont sous-représentées, elles ne s'intéressent pas. C'est quoi le problème? Alors c'est un problème qui est complexe, qui n'est pas d'aujourd'hui. On a essayé depuis de nombreuses années de rendre nos métiers attractifs pour les femmes. Ça commence évidemment tout jeune, dans les écoles même primaires, pour sensibiliser les jeunes filles à l'intérêt des métiers techniques, qui ne sont pas réservés qu'aux garçons. Mais il y a toute une mentalité à faire évoluer. On a parlé avant des jeunes, mais c'est le microcosme autour des jeunes. Ce sont les parents, ce sont les enseignants, les copains entre eux aussi, qui s'influencent mutuellement. Donc il y a toute une palette finalement d'activités qui sont à mettre en place pour montrer l'intérêt des métiers techniques, mais aussi, comme l'a dit Anne, pour montrer l'intérêt des entreprises. C'est aussi aux entreprises à s'ouvrir. Beaucoup le font maintenant parce que face à cette pénurie de main-d'œuvre, les entreprises comprennent qu'elles doivent former. Et pour former tous les apprentis, elles doivent s'ouvrir et aller les chercher. Donc c'est aussi le travail des entreprises de s'ouvrir, de faire des portes ouvertes pour montrer l'attractivité et vraiment la fascination de ces métiers techniques. S'ouvrir, communiquer, c'est important. Encore faut-il savoir comment communiquer. Est-ce qu'en ce moment, les métiers de l'industrie souffrent encore d'une image qui est peut-être celle, j'allais dire, des ateliers de grand-papa? Est-ce que c'est une image qui est ancrée dans la tête des gens et qu'il faut changer aujourd'hui, selon vous? C'est vrai que de manière générale, l'industrie peut avoir la connotation d'endroit qui n'est pas forcément très agréable, qui peut être un peu austère, qui peut être grave. Enfin, peu importe la raison pour laquelle les ateliers peuvent être imaginés plutôt dans des conditions qui ne sont pas agréables. Mais c'est vrai que l'ouverture des portes des entreprises, ça va beaucoup influencer parce qu'aujourd'hui, une entreprise, c'est propre, c'est organisé, c'est lumineux. J'ai envie de dire que cette image austère, elle n'est plus réelle. Donc c'est vrai que je pense que d'ouvrir les portes aux jeunes est un élément important. Le meilleur moyen pour faire comprendre aux jeunes l'intérêt de ces métiers, c'est qu'ils viennent dans l'entreprise et voir finalement les produits finis. Parce que les jeunes aujourd'hui sont confrontés à tous les moyens technologiques, que ce soit smartphone par exemple, ou moyens technologiques dans le domaine électronique, ou même mobilité, automobile, avion. Et il faut faire le lien entre ces produits que les jeunes s'approprient en disant « tiens, ça c'est super » et leur faire comprendre que pour la majorité de ces produits, il y a quelque part en Suisse une entreprise qui a fait une pièce ou une machine. Et c'est faire le lien entre leurs produits de tous les jours, qu'ils trouvent absolument formidables, et finalement le fait que la plupart de ces produits ont un lien avec la Suisse. C'est ce lien qui est à établir pour leur montrer qu'on est une industrie d'innovation, de technologie et du futur. Anne Hirslin.
Oui, je pense que c'est vraiment une image à changer. Comme l'a dit Claude, on voit quand on a des visites aussi dans l'entreprise, les gens sont surpris de voir la luminosité, de voir que c'est ouvert, que c'est propre, que c'est vraiment c'est une ambiance agréable. C'est vrai que cette image de l'industrie du siècle passé, elle est encore très forte. Et effectivement, je pense qu'il faut vraiment faire cet effort d'ouvrir les portes des entreprises pour que les gens puissent voir que tout ça a évolué, que ça a changé, pour que ça donne envie aussi aux jeunes et moins jeunes de venir dans l'industrie. Oui. Pierre-Yves, comment expliquer ce manque d'intérêt des jeunes pour les métiers techniques ? Est-ce qu'il y a une raison fondamentale à ça, selon vous ? Alors je pense que presque tout a été dit autour de cette table, mais effectivement l'image des métiers n'a pas évolué comme les métiers eux-mêmes. Ce qui veut dire que pour beaucoup de monde, on a encore l'impression que c'est la mine, alors qu'en réalité les métiers techniques sont des métiers d'avenir, sont des métiers modernes, sont des métiers passionnants pour les jeunes. Et le message doit passer aussi vers leurs parents, vers leurs enseignants, parce que finalement tout le monde est impliqué dans ce choix du métier. Et si l'enseignant est convaincu qu'il n'y a qu'une voie et que c'est la voie académique, ce sera également un frein. Donc il y a aussi beaucoup de travail à faire dans les écoles pour que tout le monde dise oui, l'apprentissage, la voie duale, le métier technique, c'est vraiment une voie d'avenir. Je vous propose qu'on passe tout de suite au deuxième reportage consacré à notre deuxième entreprise invitée sur ce plateau, Pierre-Yves. Nous nous déplaçons chez Tornos, juste en face de mes bureaux à Moutier. Et on se retrouve juste après pour continuer nos discussions. Le nom de Tornos, ça vient du tour, donc le fait de faire tourner des barres pour produire des pièces. C'est une entreprise qui a une très longue histoire, qui a commencé dans la deuxième moitié du 19e siècle, avec simplement ici sur le site, on a une rivière. Ils ont profité de cet apport d'énergie pour mettre ça sur les machines, faire tourner des barres et créer des petites pièces avec une haute précision pour l'époque. Il y a quelque chose d'une famille. On retrouve beaucoup de liens émotionnels entre les gens. Les gens se connaissent dans le privé, beaucoup de gens viennent de la région. Tout le monde a toujours quelqu'un qui a travaillé une fois chez Tornos, qui a été formé chez Tornos, qui a eu un vécu avec Tornos. Donc c'est profondément ancré. Les racines vont très très loin dans cette région. On a, entre autres, dans les dernières années, développé et mis sur le marché avec succès cette Swiss Nano 7. Aujourd'hui, on sait que les mètres carrés sont une bataille dans les usines. On essaie de réduire l'espace. Et cette machine, déjà extrêmement compacte, permet d'optimiser les surfaces. Elle a une précision et une stabilité qui sont vraiment de très haut niveau, qui permettent de faire des pièces, que ce soit dans l'horlogerie comme dans le médical, avec une précision extrême et malgré tout avec une certaine cadence et aussi une finition des surfaces, quelle que soit la matière, qui atteint vraiment des sommets. La chose sur laquelle on est le plus fier au niveau de Tornos, c'est d'avoir réussi dans les dernières années à vraiment diversifier notre activité. Tornos était extrêmement dépendant de l'automobile et de l'horlogerie qui ont des cycles très prononcés économiquement, ce qui fait que les entreprises étaient soit en surchauffe, soit à l'arrêt. En anticipation, on a réussi à pénétrer différents domaines industriels qui font qu'aujourd'hui, on a une crédibilité, on a une assise. Et je pense que ça, c'est un des grands succès de Tornos ces 4 ou 5 dernières années. On est toujours dans les Siam Stevie Days à Nirselin. Depuis quelques années, Tornos met l'accent sur la durabilité. On a vu par exemple dans le reportage la Swiss Nano 7, notamment, qui est une petite machine qui consomme très peu. Quelles sont les réflexions à l'interne qui vous ont amené à prendre ce virage de la durabilité ? Je pense que c'est toujours au départ des personnes qui amènent des sujets, qui sont convaincus par la nécessité de faire avancer les choses. Et nous, on a déjà chez Tornos des gens qui sont venus très vite, très rapidement avec ce sujet-là. Donc on peut dire qu'il y a vraiment des actions déjà qui ont été initiées chez Tornos depuis même des dizaines d'années. Cette prise de conscience écologique dans l'industrie, c'est quelque chose que vous constatez aussi, Philippe Cordonnier ? Oui, évidemment. Évidemment, sous la pression des clients, des fournisseurs des fois, et puis aussi de la situation qu'on a vécue l'hiver passé ou cet hiver avec la problématique de l'approvisionnement en énergie. Et beaucoup d'entreprises ont pris conscience du fait que l'approvisionnement en énergie, c'est quelque chose qui est aléatoire. On a des problèmes d'approvisionnement et pour y pallier, il faut baisser la consommation d'énergie. Donc c'est aussi bien au niveau de la production des biens d'équipement que de la fabrication des machines.
l'industrie des machines que je représente a baissé sa consommation en Suisse de 55% depuis 1990. Donc on a déjà aujourd'hui atteint pour notre industrie les objectifs de 2030. Il faut continuer. Et la chance de notre industrie, c'est de pouvoir mettre sur le marché des produits qui sont très innovants et les vendre dans le reste du monde pour contribuer aussi à ce que l'ensemble du monde puisse aussi baisser cette consommation d'énergie. Claude Gindra. Je dirais qu'effectivement, moi j'adhère totalement à ce que Philippe dit, c'est bel et bien aujourd'hui le déclencheur, c'est les coûts de l'énergie. Finalement, peu importe pourquoi on se tourne vers un changement, finalement, même s'il est dans un premier temps plutôt économique. Mais c'est vrai qu'il y a une certitude, c'est que le gap entre ce qu'on a besoin pour fabriquer une pièce et puis l'énergie qu'on va dépenser, c'est un élément hyper important au niveau de l'étude. Et puis c'est vrai qu'avec les années, les nouvelles technologies émergentes, on a plutôt eu tendance, en tout cas c'est le constat que j'ai fait, c'est que pour produire une petite pièce, dans les années 90, on la produisait peut-être avec 3 kW. 10-15 ans plus tard, on l'a produit avec 15 kW. Alors ici, on ne va pas forcément expliquer le pourquoi, mais c'est un des constats personnellement qui, au niveau de l'école, nous a interpellés, puis nous a, je dirais, vraiment... on a vraiment travaillé sur d'autres concepts, d'autres idées qui vont plutôt dans l'autre sens, de réadapter la consommation d'énergie aux besoins de la production de la pièce. On parle énormément d'industrie verte aujourd'hui, en tout cas de cette sensibilité écologique dans l'industrie. Mais peut-être une question toute simple, est-ce qu'une industrie propre aujourd'hui en 2023, c'est possible ? Aujourd'hui, ça sera difficile, ça dépend vraiment de chaque pays, puisque chaque pays a une production, en tout cas pour ce qui est de l'énergie électrique, qui dépend de son mode de fabrication d'électricité. Ça peut être avec ou sans CO2. En Suisse, on a la chance d'avoir une électricité qui est sans CO2, sans émission de CO2 en tout cas en Suisse. On en apporte malheureusement avec du CO2. Et puis ensuite, il y a toute la partie des émissions fossiles pour le chauffage essentiellement. Et là, aujourd'hui, on dépend encore du pétrole, enfin du mazout en particulier, et du gaz, qui sont des émetteurs de CO2. Donc on est encore loin vraiment d'une industrie totalement sans CO2. Mais il y a des pas très importants qui ont été faits. Et puis, il y a des possibilités avec le solaire et l'hydrogène d'arriver à moyen terme. Mais ça va demander un gros effort encore. Parce qu'en Suisse, on est au milieu de l'Europe et on n'a pas de ressources, si ce n'est le solaire et l'hydraulique, évidemment. Anne Hirslin, sur ces questions de l'industrie propre, est-ce que c'est possible, selon vous ? Comme dit Philippe, je pense qu'on n'est pas prêt encore, mais on y travaille. C'est clair qu'on avance dans cette thématique-là. Donc, c'est clair que on ne peut pas dire qu'on sera propre demain, mais c'est clair qu'il y a une prise de conscience qui se fait dans l'industrie partout. Et je pense que tout le monde est conscient qu'il faut aller vraiment dans cette direction-là. Et puis, on est quand même toujours plus propre. Oui, bien sûr. Claude Gindra. Je crois que c'est l'élément important lorsqu'on parle d'industrie propre, ou peu importe ce qu'on va nommer propre. Je dirais, du point de vue mondial, l'absorption naturelle est d'environ 56% au niveau des rejets CO2, ce qui veut dire qu'en fait, de gagner environ 50% suffit à être totalement neutre. Donc quand on parle de propre, ça ne veut pas dire zéro émission, ça veut dire se caler sur ce que la nature peut recycler d'elle-même. Et puis un gap de 50%, finalement, ça peut paraître élevé, mais en quelques années, si on choisit les bonnes technologies, si on isole les bâtiments, si on travaille différemment, c'est tout à fait possible d'y arriver. Technologiquement parlant, en tout cas, il n'y a aucun problème pour y parvenir. Pierre-Yves, ces questions environnementales sont au cœur des réflexions de l'industrie aujourd'hui. Vous le constatez aussi à l'échelle du SIAMS, j'imagine. Alors oui, un salon n'est pas nécessairement le meilleur moyen pour rester écologiquement neutre, mais effectivement, nous travaillons aussi à ce sujet-là. Par exemple, les lampes, on n'a maintenant plus que des LED. Alors à la base, ce n'était pas un problème d'énergie, mais c'était un problème de chaleur, puisque des milliers d'ampoules chauffent énormément. Mais néanmoins, voilà, on a remplacé les ampoules par des LED, on a mis de la vaisselle en verre, en location, enfin on a fait un certain nombre de mesures comme ça, et nous continuons parce que finalement, non seulement c'est une tendance, mais c'est bon pour la planète, donc on continue d'aller dans ce sens-là. Et si vous permettez juste un commentaire sur le propre, par rapport, dans l'autre sens de propre, donc dans le propre pas sale, on parlait avant de formation, de jeunes, on l'a vu dans le film Tornos, les ateliers sont exceptionnellement propres, ça donne envie de pique-niquer par terre tellement c'est propre. Donc ça, je pense, c'est l'image aussi qu'on a envie de véhiculer. Est-ce qu'il y a une approche particulière, je parle notamment en termes de formation, puisque vous représentez la HEARC, sur ces questions environnementales, déjà dans les formations des futures personnes qui travailleront dans l'industrie demain ?
Alors, ça fait déjà quelques années que nous avons créé des cours spécifiques, notamment pour les analyses cycle de vie. Donc, c'est d'apprendre un petit peu quelles sont les normes que l'on est censé appliquer, les normes environnementales. Et puis ensuite, il y a aussi du point de vue de la conception, puisque c'est je dirais la compétence que j'ai en particulier, c'est finalement de savoir comment on peut adapter un mécanisme quelconque aux besoins, justement. Et puis, ce qu'on se rend compte majoritairement, c'est qu'on va mettre souvent beaucoup trop de matière. Tout simplement parce qu'en fait, l'historique fait qu'on va plutôt travailler de cette manière. Et puis avec les nouveaux outils de simulation notamment, ça nous permet de faire des objets beaucoup plus légers, pas forcément plus petits, mais surtout beaucoup plus légers, donc beaucoup plus économes en matière. Et puis qui dit plus léger, dit moins de transport. Donc c'est toute une chaîne vertueuse, en fait. Donc c'est vrai que du point de vue formation, la formation c'est plutôt identique, mais avec un accent particulier. Est-ce qu'on retrouve aussi cette notion dans les formations type apprentissage, par exemple, aujourd'hui dans l'industrie? Oui, absolument. Nous sommes en cours de révision des formations des métiers techniques, de la branche même. Nous avons 8 métiers techniques et nous sommes en phase de mettre à jour ces formations. Et il y aura une composante environnementale, durabilité extrêmement importante pour, d'une part, sensibiliser les jeunes qui, eux, déjà sont sensibles par nature maintenant, mais pour leur montrer effectivement que concrètement, cette notion est prise en compte dans les plans de formation par les formateurs et les entreprises. Et les entreprises, maintenant, certaines déjà, dans leur cursus, introduisent des projets. Par exemple, on a une entreprise sur l'Arc lémanique qui, pour ces jeunes, leur demande de faire un projet de machine uniquement avec des déchets provenant de la déchetterie de l'usine. Et donc, ils doivent vraiment faire une éco-conception à partir de produits. Ils n'ont quasiment rien à acheter, ils ne doivent rien acheter. Et doivent tout pouvoir faire avec des déchets. Et ils nous ont montré des projets extrêmement ambitieux et très, très impressionnants. Ça montre l'inventivité aussi de ces jeunes. Anne Hirslin, les apprentis chez Tornos sont eux aussi sensibilisés dès le départ, dès la première année, à ces questions environnementales? Oui, tout à fait. On a un programme dédié à la durabilité dans l'entreprise. On fait beaucoup de communication, de sensibilisation par le canal du réseau interne qu'on a. Et on les fait intervenir aussi, on fait des challenges, notamment avec la HEARC, aussi pour sensibiliser sur cette thématique-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui est au cœur aussi de la formation. Est-ce que sensibiliser les opérateurs, les hommes et les femmes qui sont derrière les machines, c'est aussi un moyen d'agir, Philippe Cordonnier? Oui, avec la thématique de l'approvisionnement en électricité qui est un problème aujourd'hui, beaucoup d'entreprises remettent en question leur mode de fonctionnement et se rendent compte qu'il y a beaucoup de machines qui restent par exemple en veille, pour celles qui ne fonctionnent pas la nuit par exemple, et ça représente souvent la grande majorité de la consommation en électricité de l'entreprise. Et c'est un travail à faire au niveau des opérateurs. Et lorsqu'on montre, alors il faut prouver à l'opérateur que la machine... qu'elle doit être arrêtée durant la nuit. Ce n'est pas forcément un problème. Et quand ils se rendent compte de la baisse de consommation d'énergie, eh bien, ils prennent conscience effectivement de cette réalité. Mais il faut le prouver par l'exemple. Autre défi de l'industrie, on en parlait à l'instant, la formation. En termes de formation, justement, est-ce qu'aujourd'hui, on est suffisant en Suisse, dans le sens, est-ce qu'elle prend une place suffisante dans l'industrie, selon vous? Claude Jeanneret. Alors je dirais que, en tout cas, le challenge que l'on voit dans le domaine de la formation, c'est d'essayer d'anticiper finalement les problèmes à venir. Donc, notamment au travers de tout ce qui est aspect durabilité ou problèmes environnementaux, on a essayé systématiquement de caler nos formations en essayant de former des ingénieurs qui auraient en tout cas des compétences particulières dans ce domaine. Finalement, ce qu'on attend probablement d'un jeune qui arrive dans une entreprise, c'est d'un petit peu bousculer aussi à l'interne, c'est d'amener d'autres réflexions, d'autres visions, et puis de les confronter avec les habitudes d'une entreprise. Donc les nouveaux ingénieurs, je pense qu'ils ont un rôle primordial de fraîcheur et puis d'arriver avec des nouveaux outils. Et puis je pense que c'est aussi à travers cette formation que les choses peuvent évoluer. Est-ce qu'il y a un manque de soutien, selon vous, en Suisse, concernant les formations pour les métiers techniques? Non, on n'a pas besoin de soutien. Le soutien, il doit venir de la branche. Les entreprises aujourd'hui, un de leurs problèmes majeurs, c'est effectivement le manque de main-d'œuvre qualifiée. On en a parlé en début d'émission. Et c'est les entreprises qui doivent se prendre en main. Aujourd'hui, on a environ 10% des places d'apprentissage qui ne sont pas repourvues par manque de jeunes. Et l'entreprise ne peut pas dire « Ah, mais je manque de personnel, qu'est-ce que je dois faire ?» Non. Alors, si tu n'as pas assez de personnel, forme. C'est ta responsabilité de former pour pouvoir
un jour avoir la capacité suffisante de pouvoir produire. Donc c'est une responsabilité d'entreprise. Et en principe d'entreprise, en tout cas chez nous, elles ont ce réflexe, mais c'est un travail de longue haleine et il faut continuer à marteler ce message que ces métiers sont extraordinaires. On a un problème en Suisse romande par rapport à la Suisse alémanique, c'est qu'en Suisse romande, on a beaucoup trop de jeunes qui vont vers la voie académique et beaucoup moins qui vont vers la voie de l'apprentissage. Et ça, c'est un changement de mentalité qu'il faut faire passer, en tout cas chez nous. Pierre-Yves Collet, vous vouliez réagir? Oui, j'avais juste une question par rapport à la haute école. Vous dites les ingénieurs qui sortent aujourd'hui, ils sont au top, et puis ils peuvent aller dans l'entreprise et puis un peu chambouler ce qui se passe dans l'entreprise. Quid des ingénieurs qui sont déjà en poste? Est-ce que vous avez aussi des formations pour rafraîchir leurs compétences en termes de durabilité, comment ça se passe à ce niveau-là? Alors officiellement, il n'y a pas de formation ou de post-formation, mais par contre, on fait de plus en plus de formations internes aux entreprises, donc sur demande, où elles nous demandent de préparer des formations spécifiques de 1 jour, 2 jours ou quelques demi-jours. Et ça, c'est quelque chose qui émerge gentiment, cette demande. Et souvent, elle est orientée sur le point de vue de l'éco-conception, de manière générale. Et souvent, on essaie d'adapter notre formation aux besoins de l'entreprise en faisant des petites études sur leurs besoins. Bien, merci madame, merci messieurs. Voici qui clôt la première partie de nos discussions. On a eu l'occasion d'aborder ensemble déjà pas mal de points comme l'écologie, la durabilité, les économies d'énergie possibles, mais aussi la formation. Si vous souhaitez encore un peu approfondir ces différentes thématiques avec nos invités, je vous propose de nous rejoindre d'ici quelques minutes pour la suite de cette émission. Ce sera sur le site de Canal Alpha, canalalpha.ch/SIAMS. Bonsoir.